Eh bien, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette troisième séance de la programmation scène, performance, théâtralité qui s'inscrit donc dans l'axe de recherche scénographie. Après avoir reçu en février le metteur en scène et pédagogue Raphaël Patou, qui est présent avec nous aujourd'hui, et qui envisage la scénographie comme un espace pour jouer, notre dernière séance a exploré, avec le chercheur en études théâtrales Quentin Rioual, la notion de faire décor. Et je laisse Edgar Jaillet, étudiant en 5e année à Camondo et actuellement engagé dans un projet libre de scénographie pour la pièce Les Aveugles de Maurice Maeterlinck, nous faire un bref résumé de cette intervention que vous pouvez aussi revoir ou voir sur le site de l'école. Merci Laure. Donc le 24 mars dernier, Quentin Rioual, donc metteur en scène et chercheur ayant fait sa thèse de doctorat à Nanterre sur le sujet de faire décor, cas de la première carrière scénique des œuvres théâtrales de Maurice Maeterlinck, Quentin Rioual nous a parlé de la notion de scénographie et donc de cette idée transversale de faire décor. Traversant les époques et prenant de multiples formes, il tentait de définir la scénographie par ses usages au fil des siècles, sa sémantique et les limites de cette dernière. Présent dès la poétique d'Aristote, la scénographie, discipline visant alors à dessiner la skéné, peinture de fond de scène chez les Grecs, prendra de multiples formes au cours des siècles. S'ensuit une disparition du lieu unique de théâtre au Moyen-Âge, avant de revenir à la période baroque, avec les théâtres à l'italienne à ce point de vue unique, cet œil du prince. S'ensuit ensuite une sorte d'hyperdynamisme définitionnel qui apparaît au début du XIXe siècle, avec la précision et la mise en perspective de nombreux termes, celui de décor et de décoration. Et c'est une manière en fait pour le praticien de désigner sa propre pratique, les termes d'usage ayant un impact sur la discipline même. Il limite et condamne finalement le scénographe à une forme de regard homogène et omniscient sur la théâtralité. À la même époque, la naissance du sujet spectatoriel, la conscience d'une vision subjective de chaque spectateur, permet de voir la scénographie comme définissant autant de points de vue signifiants sur le monde. Le terme finalement limite et la scénographie est dépassée par elle-même. Il s'agit donc de rendre l'espace actif et même acteur, selon la citation de Marcel Fredfort, et donc d'intégrer un mouvement propre à l'espace, insaisissable par les mots. Et donc Quentin Rioual se pose cette question, comment la scénographie développe alors notre régime d'attention à l'espace ? Il insistait alors sur ce régime d'attention donc propre à chacun pour rompre avec l'être ensemble, supposant une perception homogène. L'espace du théâtre donc compose avec le réel et propose un mode d'être différent, une attention particulière. Et ici à Camondo, en tant qu'architecte d'intérieur, on ne peut s'empêcher de relever là une notion capitale pour les architectes d'intérieur, composant là aussi avec la notion d'existant. La scénographie nous rend sensibles à l'ingentivité et à l'activité du non-vivant. Et suite à la conférence de Quentin Rioual, il y a une sorte de piste de réflexion qui émerge. De la même manière que le metteur en scène compose avec une matière vivante, le poème de tous ses acteurs au regard d'un texte ou d'un enjeu, finalement le scénographe met en espace ce jeu et ce texte et compose lui aussi avec une matière vivante, l'activité et l'agentivité propres donc à l'espace. Si la frontière entre la mise en scène et la scénographie est ténue, le vivant, l'activité, le mouvement semblent communs à ces deux pratiques. Le metteur en scène fait avec des corps et le scénographe est un metteur en espace qui fait des corps. Et ainsi, l'éclairage du théâtre ne permettrait-il pas à l'architecte d'intérieur d'affirmer qu'il compose bel et bien avec une matière ayant une activité propre, dictant des usages et des orientations. Voilà. Merci Edgar. Et j'ai donc aujourd'hui le grand plaisir de vous présenter Bénédicte Boisson. Bénédicte est maîtresse de conférences en études théâtrales au département des arts du spectacle de l'université Rennes 2, membre d'art pratique et poétique. Elle est également chercheuse associée à l'UMR Talim CNRS. Et son doctorat sur la coprésence a initié ses recherches entre esthétique, anthropologie et analyse de spectacle sur un peu ce qu'on abordait déjà la dernière fois, l'expérience esthétique, les formes scéniques contemporaines et la relation théâtrale, là, cette fois, au XXe et XXIe siècle. Là où Quentin Rioual a surtout parlé du XIXe siècle. Parmi ces publications, je citerai l'ouvrage que nous avons coécrit avec Éric Vautrin, donc suite au séminaire que nous avions tenu au Théâtre des Amandiers à Nanterre,
qui s'intitule donc Le 5e mur, forme scénique contemporaine et nouvelle théâtralité, et qui est disponible à la bibliothèque. Je citerai aussi la conférence comme performance, forme et acte du discours, que Bénédicte a co-dirigé avec Laurence Corbel, Anne Cressel et Camille Nou. Le théâtre du peuple de Busan, 120 ans d'histoire, coécrit avec Marion Denisot. Ou encore un ouvrage que je mets dans toutes mes bibliographies, La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, coécrit avec Alice Folco et Ariane Martinez. Bénédicte aura aujourd'hui pour répondante Margot Falcoté, qui est ici, qui est diplômée de l'école Camondo en 2021 et dont le sujet libre, encadré par Marco Mencacci, proposait une scénographie en 3 actes dans le parc de la Villette pour donner à entendre des créations poétiques. Bénédicte nous propose aujourd'hui une intervention intitulée « La scénographie et le spectateur », lors de laquelle elle nous proposera d'examiner l'évolution du rôle de scénographe qui s'opère dès les années 70. Je te laisse la parole. Voilà. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Je suis très heureuse de venir parler à des gens qui ne s'occupent pas principalement au départ de théâtre, contrairement à mes étudiants d'études théâtrales, voilà, et de venir déplacer un petit peu, présenter de manière déplacée les objets qui m'intéressent habituellement. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une intervention autour de la question de la scénographie et le spectateur qui, je pense, va assez bien s'enchaîner avec ce que vous avez pu voir la dernière fois, d'après le résumé que j'en ai saisi, en tout cas, qui va vraiment s'intéresser à cette question de, en fait, peut-être que devient d'une certaine manière la scénographie quand il s'agit d'organiser une relation vivante entre la scène et la salle ou entre les acteurs et les spectateurs. Et donc, au point de départ de mon intervention, il y a un texte de Denis Bablet, un article qui me tient à cœur. C'est un article un peu ancien, de 1984, qui est un article programmatique. Donc, Denis Bablet, c'est un chercheur en études théâtrales qui a beaucoup travaillé sur Tadeusz Kantor, notamment. Je vous en reparlerai tout à l'heure, de Tadeusz Kantor. Et dans ce texte, Denis Bablet, c'est vraiment un texte un peu... c'est un texte d'intuition dans lequel il lance des pistes. Et dans lequel il lance des pistes sur la question du spectateur. Donc, il est vraiment précurseur de ces questions-là en études théâtrales. Il n'est pas le seul, mais quand même. Et puis, il lie cette question du spectateur à celle de la mise en scène et à celle de la scénographie. Dans son texte, donc de 1984, Bablet constate qu'au cours des années 1960 et 1970, on a vu une volonté de la part des créateurs de théâtre d'affirmer la spécificité du théâtre, donc de distinguer le théâtre globalement de la littérature, de le faire échapper à l'illusionnisme traditionnel, de sortir de la question de l'illusion et de renforcer la dimension de la présence vivante du théâtre. De favoriser la présence vivante de l'acteur et l'impact, alors Bablet dit psychophysiologique, donc psychique et physique, sur le spectateur. Ce mouvement du théâtre a débouché dans ces années-là sur un éclatement des formes scéniques très fort et sur l'investissement de lieux non théâtraux pour pouvoir inventer à chaque spectacle des rapports particuliers, des rapports déterminés entre le public, où on va vite se mettre à dire les spectateurs, et le spectacle. Ce mouvement-là, il se fait bien sûr en parallèle de ce dont vous avez parlé tout à l'heure, l'individualisation de la société, et puis la montée en puissance de la dimension physique et charnelle du théâtre, aussi en rapport avec ce qui se passe au niveau sociétal plus globalement, montée en puissance aussi de la dimension corporelle du théâtre, que ce soit sur scène ou dans la salle. Pour le dire vite, à partir de cette période, le spectateur n'est plus seulement d'abord n'est plus un groupe, n'est plus un public, n'est plus non plus un esprit à convaincre, ou plus seulement, il est aussi un être sensible et percevant, auquel l'œuvre artistique va essayer de s'adresser. Et donc Bablet conclut son texte avec la longue citation que je vous ai copiée. Alors, oui, ça marche très bien, c'est magnifique. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, j'espère que c'est pas... Non ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, moi ça s'affiche correct. En fait, ça s'affiche bien avant que je passe la diapo. Bon,
Alors, je vais vous la lire, excusez-moi, je suis désolée. Le problème de la perception du spectateur est celui d'un être total. Non seulement des yeux et des oreilles, mais une peau, une intelligence, un rythme cardiaque, qui, lorsqu'ils entrent au théâtre et pendant le spectacle, se trouvent conditionnés, en même temps que très tôt mis en scène, et pas seulement mis en place. Et si la mise en place peut être le fait du hasard, elle entre dans un système qui n'est en rien dû au hasard. Tout metteur en scène met en scène le spectateur et le scénographe joue un rôle considérable dans cette mise en scène. Mais elle ne doit pas usurper ses pouvoirs, elle ne doit pas se faire totalitaire. Conditionner le spectateur, c'est son problème, cela fait partie de sa tâche, mais de manière à créer les rapports psychophysiologiques qui mettent ce spectateur dans le meilleur état de réceptivité et de sensibilité potentielle et active au spectacle, tout en préservant sa liberté. Voilà. Donc, je suis désolée qu'il ne se soit pas affiché, mais j'aimais bien la manière dont Babelais, dans ce passage, noue la question de la mise en scène et de la scénographie autour de la relation la plus juste possible à établir avec le spectateur. Relation qui, vous avez vu le début de la citation, concerne une peau, des oreilles, une intelligence, un rythme cardiaque, donc un être total, avec l'idée que cette relation, elle va pouvoir être réinventée pour mettre le spectateur dans les meilleures conditions de réception pour chaque œuvre. Parallèlement à ce mouvement donc, qui invite à sortir des théâtres, pour trouver des lieux en fait neutres dans lesquels inventer un dispositif relationnel particulier à chaque fois, on voit que le vocabulaire évolue et que la notion ou le terme de scénographe vient remplacer de manière définitive le terme de décorateur, puisqu'on voit bien que à partir du moment où on commence à se préoccuper de cette question de la relation, il ne s'agit plus seulement de figurer les lieux fictifs de l'action dramatique, mais aussi de poursuivre le rejet du seul décor, comme le faisaient déjà les réformateurs du théâtre au début du XXe siècle, pour souligner la nécessité qu'il y a d'intervenir de manière générale et globale sur la représentation, qui est la définition plus récente, qui s'impose dans les années 1970, plutôt de la conception théâtrale de la scénographie. Voilà. Donc, le scénographe, c'est celui qui a aussi pour mission d'organiser l'espace scénique, donc qui a pour mission d'organiser l'espace scénique, mais aussi et plus globalement l'espace théâtral. Il définit les rapports entre la scène et la salle, mais pas que. Moi, je dirais aussi entre le public et l'action dramatique, et entre les spectateurs et les acteurs. Alors, en 1984, quand Denis Babelais écrit son texte, il constate en fait une sorte de recul, de reflux, de retour dans les salles, de retour dans des salles frontales, au moment même où on est en train de couvrir la France de salles polyvalentes et modulables. Les artistes, eux, reviennent plutôt à des dispositifs frontaux. Mais ce retour-là dans les dispositifs frontaux demeure riche de tous les acquis de la période antérieure. Et si de nouveau on assoit le spectateur dans le noir et à distance, il demeure en fait quand même cet être psychophysique sur lequel on va pouvoir agir. Donc le retour dans les salles ne suppose pas un abandon de la question de cette relation entre l'œuvre et le spectateur. Et donc il demeure en fait un être sensible, doué de perception, sur lequel l'espace, la distance physique à la scène et la distance mentale à l'action, l'acuité des sons et des influx lumineux vont jouer un très grand rôle, le mettant dans de bonnes dispositions, ou plutôt en fait influençant sa perception et donc sa réception des autres, sa perception des autres et donc sa réception de l'œuvre scénique. Voilà, donc c'est aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples, en fait, tout simplement, de ces tentatives de régulation des rapports entre scène et salle, entre spectateurs et acteurs, dans lesquels, en fait, dans ces exemples, j'ai tendance à penser que les rôles et les fonctions du metteur en scène et du scénographe se confondent et s'assimilent parfois. Souvent, les metteurs en scène sont eux-mêmes scénographes dans les exemples que je vais prendre.
Et voilà, c'est quelques-uns de ces exemples que je voudrais m'intéresser. Je vais travailler plutôt de manière chronologique, en fait, tout simplement, en allant d'abord dans les années 60-70 sur le moment où on a quitté le cadre frontal pour inventer d'autres modes de relation, et puis ensuite, le moment où on est retourné dans la frontalité, mais pour travailler sur les perceptions des spectateurs, ou tout en travaillant encore sur les perceptions des spectateurs. Donc voilà, on peut commencer par les metteurs en scène du tournant, alors des années 60-70, 60, on peut dire quand même, ça remonte un peu plus loin. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup d'entre eux ont investi des lieux vides, des lieux qui n'étaient pas des théâtres, pour avoir la possibilité à chaque fois d'inventer le rapport entre scène et salle qui leur convenait. Et ils retrouvent en faisant cela l'intuition. Donc tout à l'heure, je parlais des réformateurs du théâtre, donc des metteurs en scène, souvent scénographes par ailleurs, des années 1910-20. Et donc là, ils retrouvent une intuition de Craig qui écrit en 1922 « Une nécessité m'a paru. Le théâtre doit être un espace vide avec seulement un toit, un sol, des murs. À l'intérieur de cet espace, il faut dresser pour chaque nouveau type de pièce une nouvelle sorte de scène et d'auditorium temporel. » Donc voilà, Craig est encore sur un modèle scène gradin, spectateur assis, mais n'empêche qu'à chaque fois, on va réinventer ce dispositif. Alors, les metteurs en scène des années 1960-70, alors, ils s'y prennent de deux manières principales, à mon avis, pour investir cette relation ou inventer cette relation entre scène et salle. Donc soit ils vont abandonner vraiment le dispositif frontal, soit ils vont disséminer l'action scénique ou l'action dramatique au milieu des spectateurs. Alors, on peut prendre comme premier exemple Tadeusz Kantor, dont Denis Bablet était spécialiste, qui est un metteur en scène polonais, qui est plasticien, qui est homme de théâtre également, qui a créé à la fois des happenings et des pièces de théâtre. Il est très influencé par Duchamp, Tadeusz Kantor, notamment par les ready-made, et il travaille donc sur ce qu'il appelle lui aussi, des objets tout prêts, qu'il trouve, qu'il prépare pour la scène et dont il observe sur scène la manière dont ces objets vont trouver une vie nouvelle. Kantor, c'est un metteur en scène qui très tôt, qui délaisse le texte au bout d'un moment dans sa carrière théâtrale et qui tend, même quand il y a du texte, en fait, à vraiment essayer de mettre sur le même plan tous les éléments scéniques. Pour lui, il n'y avait pas de hiérarchie entre les éléments scéniques. Il fallait mettre sur un même niveau le jeu, le texte, les objets, la lumière, etc. Dans un souci de faire que les éléments se confrontent plutôt qu'ils ne viennent s'agréger ou se confirmer les uns et les autres pour créer des significations claires. Donc il y a plutôt une recherche de polysémie. Et puis aussi dans le souci de briser l'illusion. Kantor dit souvent qu'il veut donner au théâtre la chance du réel, de représenter la réalité par la réalité elle-même. Et dans cette recherche d'illusion à briser, Kantor a plusieurs techniques. Je vais en arriver à la scène, vous allez voir. Alors souvent, il est sur le plateau lui-même. Il se met à côté des acteurs qui, dès qu'ils entrent en jeu, vous avez Kantor qui est à côté, évidemment, ça vient briser complètement l'illusion. Et puis, il demande à ses acteurs de ne pas jouer, de simplement activer les objets qui sont prévus, d'activer ou d'agir, en fait, plutôt. Et puis, il choisit, alors pour la classe morte, qui est l'exemple, c'est un exemple canonique chez Kantor, la classe morte, il choisit pour ce spectacle, dans lequel pour la première fois il délaisse vraiment le texte pour créer ce qu'il appelle une séance dramatique, il choisit de mettre la scène, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est écrit sur le côté, au coin. Donc la scène, elle est au coin. Vous avez, je peux peut-être me lever parce que c'est pas forcément ultra clair le schéma, mais vous avez ici là des spectateurs ici aussi, et ici la scène qui est au coin avec les bancs de cette classe morte, et puis une corde qui est tendue en fait entre l'espace scénique et l'espace du public. Donc cette scène au coin, en fait, cette scène qui n'est plus en face, elle vient détruire ou remettre en question la frontalité.
Elle vient remettre en question le système, la boîte à illusions, en fait. Tant que la scène est en face, elle est là pour créer l'illusion, la fiction, le rideau s'ouvre et tout est bien. Et là, la scène, elle est reléguée dans un coin. Bon, elle n'est pas très loin des spectateurs, il y a un effet de proximité, mais elle n'est pas en face. Donc, elle n'est pas en face, ça vient briser l'illusion. Et puis, il y a cette corde qui est tendue, qui vient, on en reparlera tout à l'heure, mais qui vient, malgré la proximité, instaurer la limite, ou rappeler la différence, rappeler l'altérité, l'étrangeté, etc. Voilà. Alors, j'ai un tout petit extrait de la classe morte, je vais quand même vous le montrer, même si on n'y voit pas forcément particulièrement ce coin, cette scène en coin, mais quand même. Alors, si on a du son. C'est chez moi qui fait les... Alors, oui, ça y est. Excusez-moi, je vous fais un show technique déplorable. Alors, donc on repart ici. Voilà. Et on passe à un deuxième exemple qui est celui de Jerzy Grotowski. Donc Jerzy Grotowski, c'est un Polonais qui crée en 1959 en Pologne un théâtre qui s'appelle le Théâtre Laboratoire, dans lequel il travaille vraiment à réinventer l'art de l'acteur par de nouvelles techniques et de nouveaux trainings théâtraux. Et il essaye aussi vraiment de déplacer le théâtre vers une mise en jeu physique de l'acteur, en travaillant à l'implication totale de l'acteur. Chez Jerzy Grotowski, l'acteur est appelé un acteur saint, un saint, qui vient vraiment s'investir complètement dans le projet théâtral et aller chercher ou aller explorer des dimensions que les spectateurs n'explorent pas eux-mêmes. Et Jerzy Grotowski, il appellera assez vite ses acteurs des performeurs. Et il va concentrer en fait la définition du théâtre ou sa conception du théâtre sur l'échange entre acteurs et spectateurs. Très vite, en fait, Jerzy Grotowski, il écrit un ouvrage qui s'intitule « Vers un théâtre pauvre », dans lequel il insiste vraiment sur le fait que le théâtre, c'est l'art de... Enfin, on peut tout enlever au théâtre, sauf l'acteur et le spectateur, et la relation qui se tisse et se noue entre les deux. Donc, au Théâtre Laboratoire, pour chacune des créations, et alors, quand Jerzy Grotowski
fait créer le théâtre laboratoire, il est dans la phase qu'il appelle celle du théâtre de présentation. Parce que plus tard dans sa vie théâtrale, il va arrêter de créer des spectacles pour les montrer en public. Les spectacles vont se concentrer, la démarche va se concentrer vraiment sur le training, sur le processus et pas sur la présentation en public. Donc là, ce dont je parle, c'est vraiment cette période du théâtre de présentation. Et dans cette période, Grotowski et son scénographe, Gourawski, essayent à chaque spectacle, là vous voyez des petits schémas en fait, qui sont différents pour chaque spectacle, qui représentent ce que Grotowski appelle la conquête de l'espace, et en fait la manière dont à chaque spectacle, ils ont progressivement conquis l'espace de la salle, puisque ça commençait ici avec l'action sur scène. Donc en noir, c'est l'action scénique, en blanc, les spectateurs. Ensuite, on a eu un dispositif plus central avec les spectateurs de part et d'autre, mais vous voyez qui était pratiquement entouré par moments de l'action scénique. Et enfin, un dispositif complètement dispersé. Et vraiment, pour chaque spectacle, en fait, il y a l'idée qu'il faut inventer une relation scène-salle qui soit propre, qui soit spécifique, qu'on ne peut pas être dans le générique. Et ça continue. Donc, je vous montre les schémas pour la période suivante. Celui dont je vais un tout petit peu parler plus, c'est le dernier, Le Prince Constant. Mais vraiment, pour chacun des spectacles, on a cette idée de créer une relation par un choix d'espace qui soit particulière, qui soit spécifique. Et pour Le Prince Constant, donc c'est un texte de Calderon qui est monté en 65 par Grotowski, qui raconte l'histoire de l'enfant du Portugal, Dom Fernand, qui est prisonnier et qui pourrait être libéré s'il acceptait de donner une de ses villes aux musulmans. Donc lui, il est chrétien, il refuse absolument et il va refuser jusqu'à accepter de mourir de ce refus. Et ce qu'on voit dans le spectacle, et ce que cherche à faire Grotowski, c'est donc au centre, vous avez le prince Constant qui est prisonnier, et puis les spectateurs qui sont tout autour, derrière ces sortes de palissades de bois, qui donc ont une position entre les voyeurs qui épient la souffrance comme ça de quelqu'un qui fait un don absolu de lui-même, et les juges, parce qu'ils sont aussi en partie en surplomb. Et donc, il y a l'idée que la simple position dans l'espace va avoir déjà une signification ou impliquer un certain mode de relation à l'action scénique et à la fiction racontée. Alors, Grotowski, assez vite, il est devenu, parce qu'il a beaucoup insisté sur cette relation entre les acteurs et les spectateurs, et aussi parce qu'il a réinventé des dispositifs à chaque fois avec... parfois vraiment, comme dans Acropolis, une action complètement disséminée au milieu des spectateurs. Il est devenu, parfois, il a été vu comme une sorte de gourou de la fusion entre scène et salle ou de la rencontre. Et alors qu'au contraire, je pense que chez Grotowski, il était très clair que le théâtre ne pouvait fonctionner que si chacun y tenait un rôle très clair, très particulier, et que le rôle des spectateurs et le rôle des acteurs n'avaient pas à se confondre. C'est intéressant, il me semble, de rappeler pour Grotowski que même si on est dans des dispositifs où on voit bien que les spectateurs peuvent être très proches de l'action scénique, il n'y a jamais l'idée d'une abolition complète des différences entre ceux qui jouent et ceux qui regardent, que les spectateurs ont leur rôle de témoin à tenir, que c'est dans leur perception que s'effectue le montage de l'ensemble des éléments scéniques qui sont présentés, et que les acteurs, eux, agissent. Et pour ce qui est d'Acropolis, ils agissent en étant pris dans un espace-temps qui est littéralement différent de celui des spectateurs. Ils sont inscrits dans un passé très lointain, tout en étant à quelques centimètres des spectateurs. Donc il y a vraiment cette idée que la participation du public, vite on a dit que c'était une forme de participation, ou l'abolition de la frontière, cette fois scénographique ou spatiale, entre les espaces de jeu de l'action et du spectateur, en fait n'implique pas une fusion chez Grotowski, mais plutôt un face-à-face, un vis-à-vis, c'est un terme de Grotowski. Pour lui, les acteurs doivent jouer en vis-à-vis des spectateurs, en présence d'eux, devant eux, pour faire un acte authentique à leur place. Voilà, donc ils sont prêts, donc les acteurs font cet acte
à la place des spectateurs. Il ne s'agit pas de dire que les acteurs et les spectateurs vont faire la même chose. Voilà. J'insiste un petit peu là-dessus parce qu'à la même époque, vous avez d'autres formes comme Paradise Now du Living Theatre, dont vous avez peut-être entendu parler, ou Dionysos in 69 de Richard Schechner et du Performance Group. Des formes où là, les spectateurs sont vraiment amenés à agir dans des indistinctions complètes des rôles entre ceux qui jouent et ceux qui regardent. Voilà. Et en vous entendant tout à l'heure parler des points de vue multiples des spectateurs, là très concrètement, pour Paradise Now ou pour Dionysus in 69, c'est la même chose. Et même là, quand on a des actions scéniques complètement éclatées, en fait, il n'y a plus du tout de possibilité d'un point de vue unique sur l'œuvre. Et il n'y a plus non plus de possibilité de restitution de l'œuvre d'une manière complète. Pour Dionysos in 69, il y a Brian De Palma qui a fait un film et en fait, il restitue ça en proposant un split screen parce qu'il ne sait pas comment faire pour montrer en fait tout ce qui se passe. Donc, il faut qu'il montre à la fois les acteurs et les spectateurs et les deux lieux en même temps. Donc, il fait ça. Et puis, pour Paradise Now, il existe un disque. Alors, c'est très étonnant cette chose, mais il existe un disque des représentations. Et dans ce disque, en fait, au dos de ce disque, sur la pochette, il y a un petit mot du réalisateur qui dit « Je n'ai pas pu… » En fait, ce disque ne rend compte que de ma vision de ce spectacle, puisque lui-même s'est promené en fait, au milieu des corps emmêlés et tout ça, et ne peut rendre compte que de ce qu'il a vu et fait lui. Voilà, donc cette idée d'un point de vue en effet unifié sur l'œuvre, là, elle devient complètement impraticable. Donc voilà, donc ce moment des années 60-70, alors il s'est traduit, vous voyez, en investissant des espaces vides pour pouvoir les configurer comme on veut. Et puis je vais prendre un dernier exemple un petit peu différent, où là, il s'agit de Peter Brook, donc on est toujours dans la même période, mais Peter Brook, lui, il a investi un théâtre, un lieu, les Bouffes du Nord, donc certains d'entre vous y sont peut-être déjà allés, en le transformant pour obtenir la relation qui lui paraissait appropriée. Voilà. Mais là, c'est un lieu donc, qui devient donc un lieu propre à Peter Brook, impliquant un certain mode de relation qui conviendrait en fait pour l'ensemble des créations de Peter Brook dans ce lieu. Donc, c'est les Bouffes du Nord. Qui ouvre en fait, Peter Brook le découvre en 1972 et l'ouvre après des travaux en 1974. Et ce théâtre, c'est au départ un théâtre à l'italienne qui Peter Brook le trouve complètement abandonné et il va le reconfigurer en lui donnant des airs aussi de théâtre élisabétain. Donc c'est ce croisement entre un théâtre à l'italienne et un théâtre élisabétain. La dimension élisabéthaine, elle se voit dans le fait que, donc vous voyez au fond, c'est la cage de scène qui est complètement évidée. Alors, ici, là, c'est un grand espace complètement vide. Et la dimension élisabéthaine, elle se traduit là, avec ce tapis qui avance en fait vers le public, qui fait que pratiquement, là, je vous ai mis une image parce qu'on voit bien ce qui se passe au parterre. Pratiquement, quand on est assis sur les bancs qui entourent le tapis, en fait, on est pratiquement dans une forme de bifrontale. Donc, on voit les autres spectateurs regarder l'action. On pouvait, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand il y avait plus de spectateurs que prévu, s'asseoir avec des coussins au bord du tapis. Donc, il y avait vraiment cette dimension, cette recherche par Brook d'une forme de convivialité. De chaleur, enfin Brook a beaucoup écrit sur toutes ces questions et puis notamment sur la manière dont de l'énergie peut circuler dans un théâtre bien plein où les corps sont proches les uns des autres. Et voilà, il y a vraiment cette idée que l'action scénique, elle ne doit pas être loin sur la scène, elle est rapprochée des spectateurs. Brook demande vraiment à ses acteurs d'être prêts. Et quand il dit que les acteurs doivent être prêts, c'est-à-dire qu'ils doivent être absolument conscients de tout ce qui se passe dans la salle au moment où ils y sont. Voilà, donc ils jouent avec ça. Et puis l'espace qui est dégagé en fond de scène, dans cette grande cage de scène vide, ça devient en fait cet espace vide dont parle Peter Brook, qui est l'espace de l'imaginaire, dans lequel en fait, ou devant lequel, les actions des personnages, il y a
pratiquement... les décors sont très très légers dans le travail de Peter Brook. C'est souvent plutôt des paravents qui vont être amovibles. Et donc, les actions des personnages vont être inscrites devant ce grand espace vide qui est l'espace de l'imaginaire, du symbolique, dans lequel les spectateurs aussi vont pouvoir projeter tout ce qu'ils imaginent de ce qui est dit et suggéré par la scène. Voilà. Donc, si on essaye de synthétiser un petit peu autour de ces exemples, ce qu'on peut dire pour cette période, c'est que quitter les théâtres ou les réinvestir différemment, en fait, on voit bien quand même que les metteurs en scène cherchent à se dégager d'un espace architecturé qui impliquerait un mode de relation particulier pour inventer à chaque fois un mode propre. Donc, ils recherchent une forme de souplesse du lien entre l'action scénique et les spectateurs. On peut dire aussi que la distance à l'action, c'est ce qu'on voit, il y a quand même une claire tentative de rapprochement, de proximité, que la distance à l'action que réduire la distance à l'action paraîtrait un moyen de mieux impliquer le spectateur, de le faire participer directement, de le faire se sentir concerné peut-être aussi, ou plus concerné, ou différemment concerné. On voit bien aussi à travers ces exemples à quel point la distance à l'action influence la relation que l'on tisse à la scène. Et donc là, on arrive sur des considérations de l'ordre de la proxémique dont on va parler juste après. Mais aussi, on voit bien que dans tous ces exemples, malgré tout, chez Cantor, il y a une corde. Chez Grotowski, on insiste sur l'altérité. Chez Peter Brook, on reste dans un théâtre avec une scène assez clairement définie, quand même. Et donc, le théâtre se joue bien, s'organise dans cette tension entre la proximité et la distance, entre deux pôles qui sont distincts, qui sont hétérogènes, en fait, et dans l'articulation de ces deux pôles, plutôt que dans l'abolition ou la fusion entre ces deux pôles. Il s'agit plutôt de les articuler. Et puis aussi, ce qu'on voit dans ces exemples, c'est que la distance spatiale et la distance cognitive ou mentale ne sont pas équivalentes, pas tout le temps, et que la distance cognitive ou mentale à la fiction, au spectacle, elle est aussi liée, dans le cadre du théâtre, au jeu et à la fiction. Voilà, en tout cas, il paraît très clair pour tous ces metteurs en scène et leurs scénographes, quand il y en a, que jouer sur l'espace, c'est un outil puissant de régulation de l'échange théâtral. Alors, à partir de là, j'avais envie de vous parler un petit peu de proxémique. Donc, en repartant de la notion d'Edward Thiault, donc que vous devez connaître, vous, de manière générale, et en la réappliquant au champ théâtral. Donc juste la proxémique, c'est l'étude de l'usage des distances entre les hommes. Donc c'est tout un travail mené par Edward Thiault dans les années 60 et 70 pour définir 4 grands modes de distance et pour montrer en fait que la manière dont nous expérimentons et nous vivons et nous nous situons les uns par rapport aux autres dans nos vies courantes sont en fait culturellement définis. Voilà. Donc pour calculer ces grandes distances proxémiques, Edward Thiault en fait se fie aux 5 sens et à la manière dont nous voyons, percevons, entendons, sentons les autres. Et il se fie aussi beaucoup à des comparaisons culturelles et au sentiment de décalage ou d'anomalie que l'on ressent quand quelqu'un use mal de l'espace à côté de nous, ne respecte pas des distances en fait, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas nommées, qui sont implicites, mais que nous respectons tous. Voilà, c'est l'idée de la communication orchestrale de l'école de Palo Alto. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a donc, il y a une chercheuse en études théâtrales qui est Marie-Madeleine Mervan-Roux, qui a repris ces distances proxémiques calculées pour la vie quotidienne par Edward Thiault et qui les a recalculées à l'échelle d'un théâtre.
pour montrer en fait comment dans un théâtre, même quand on est assis dans un gradin, dans des gradins, selon la place à laquelle on est dans la salle, on va avoir une relation différente à ce qui est montré sur scène. Et du coup, je vais vous reparler de ces distances-là avant de finir sur des cas où on est assis dans des gradins et où notre rapport à l'action scénique est transformé. Donc, la chercheuse en question, c'est Marie-Madeleine Mervan-Roux, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Assise du théâtre. Et les pages auxquelles je me réfère, c'est les pages 110-114 de ce livre. Comme ça, vous pourrez retrouver ça assez facilement. Et pour recalculer ces distances proxémiques à l'échelle d'un théâtre, Marie-Madeleine Mervan-Roux prend en compte plusieurs critères. Et il y en a un qui, moi, m'intéresse beaucoup. Donc, il y a celui évident qui est la perception que l'on a de la scène, qu'est-ce qu'on voit, mais aussi, dans l'autre sens, comment on pense qu'on est perçu par les acteurs, puisqu'on est dans cet échange vivant où on sent qu'on a un poids dans ce qui est en train de se passer, et puis comment on perçoit les autres spectateurs. Donc c'est ces trois critères-là qu'elle fait jouer pour calculer ces distances proxémiques. Et calculer, donc avec ces distances, vous allez voir un certain type de rapport en fait à l'action théâtrale ou l'action dramatique. Alors la première distance, la première zone, c'est la zone proche. Donc c'est un peu l'équivalent, on n'a plus que 3 zones, mais voilà, on est sur un mode proche, moyen et éloigné. Donc la première zone, zone proche, moins de 9 mètres. Alors dans cette zone, nous dit Marie-Madeleine Mervan-Roux, les spectateurs sont dans une très grande proximité avec les comédiens. C'est la zone où on va pour voir vraiment l'acteur au travail, être avec lui. C'est une zone où on n'est pas conscient du reste du public. On peut voir le spectacle en oubliant les autres spectateurs. C'est une zone où on est dans une perception très individualisée du coup, presque solitaire. On est dans un rapport d'individu, de personne à personne pratiquement. Dans un échange qu'elle qualifie de privé. On est dans une très grande proximité des acteurs, ça veut dire qu'aussi qu'on voit les détails du corps de l'acteur. On voit très bien son visage, on voit très bien ses yeux. C'est une zone où l'échange de regards serait possible. Normalement, au théâtre, l'échange de regards est toujours avorté. On fait semblant de regarder la salle, mais on ne regarde jamais quelqu'un vraiment dans les yeux. Quand échange de regard il y a, quelque chose se brise ou s'interrompt. Dans cette zone, l'échange est possible, il pourrait avoir lieu, il peut arriver, et le spectateur sait que ça peut arriver. Donc on se sait regarder. Dans cette zone aussi, on n'a pas de vision globale de l'espace scénique. On ne voit pas l'acteur dans son environnement. On a un point de vue beaucoup plus focalisé sur, même pas parfois sur l'ensemble du corps de l'acteur, parfois seulement sur une partie. Ça veut dire que c'est une zone en fait où il y a une très grande intimité avec l'acteur, mais une très grande fragilité du rapport avec le personnage, avec la fiction. On est beaucoup plus proche de l'acteur en train de jouer que de l'histoire, la fiction qui est en train de se déployer. Donc Marie-Madeleine Mervan-Roux en conclut que c'est une zone de tension en fait entre le visible et l'invisible. C'est, à mon sens, la zone parfaite de la performance, de l'autofiction, des formes en fait qui impliquent une intimité, voilà, ce rapport intime. La zone moyenne, c'est celle qualifiée par Marie-Madeleine Mervan-Roux de zone d'équilibre entre le réel et l'imaginaire. Donc dans cette zone, on est entre 8 mètres et 12-13 mètres. Donc ce qui fait la limite, c'est le moment où on ne voit plus très bien les regards des comédiens. Au-delà de 13 mètres, on ne voit plus les regards des comédiens. Et on pense aussi qu'ils ne peuvent donc pas nous voir. Donc dans cette zone, qu'est-ce qui se passe ? Les spectateurs ne se sentent plus personnellement visibles. Ils distinguent encore les regards des acteurs jusqu'à 13 mètres, mais on est dans une dissymétrie. On voit bien la scène en tant que spectateur. La visibilité est bonne, on voit l'acteur dans son environnement pour le coup, mais en tant que spectateur, on ne se sent plus perçu individuellement. On est fondu dans le groupe.
Donc on est fondu dans le groupe, donc on a moins une responsabilité individuelle dans l'échange. Et par contre, on peut se croire encore les destinataires de l'échange. On n'est pas relégué tout au fond. On a une vision de l'acteur en pied, on a une forme de recul, on perçoit aussi les autres, ce qui veut dire qu'on est dans un échange qui prend un caractère beaucoup plus collectif que dans la zone proche. Donc cet échange est collectif et en même temps on sent qu'on a un poids dans ce qui est en train de se dérouler. Voilà. Et donc dans cette zone, on est dans un équilibre assez bon en fait entre la fiction, les personnages, les enjeux de la fiction, les personnages et leur environnement. Voilà. Et enfin il y a la dernière zone qui est la zone lointaine, qui est cette zone marginale. Alors Roland Barthes, quand il allait au Théâtre National Populaire de Jean Vilar à Chaillot, qui était une salle encore plus difficile qu'aujourd'hui, encore plus immense, lui se mettait toujours au dernier rang, à 30 mètres du cadre de scène, au dernier rang, vous imaginez, et il disait « du haut de ma colline de Chaillot ». Et alors il était content, du haut de sa colline de Chaillot. Ça lui rappelait, je pense, tout l'imaginaire des théâtres grecs, de la Skénée, de la tragédie, avec la cité tout au fond. Donc ça, c'est la zone lointaine, c'est la zone marginale, qui est cette zone alors, qui parfois est sentie, perçue intuitivement comme une zone de relégation. C'est là qu'on va mettre les lycéens bruyants. Enfin maintenant on a arrêté parce qu'on a compris que c'était encore pire quand on les mettait loin. C'est la zone du poulailler, c'est voilà, la zone où on est loin. Et comme on est loin, en fait, pour les spectateurs ne se sentent plus justement responsables de l'échange. Donc, c'est la zone où on ne voit plus les regards des comédiens. On pense aussi qu'ils ne peuvent pas nous percevoir, pour le coup. On perçoit beaucoup le reste du public. Donc, en fait, notre rapport au spectacle, il s'établit à travers et avec les autres spectateurs. Donc, on voit toute l'assemblée devant nous et on entend beaucoup. On est beaucoup lié aux réactions de nos voisins immédiats. Donc c'est la zone où ce que font nos voisins compte beaucoup plus que ce qui se passe sur la scène, ou bien autant, ce qui peut expliquer en fait que ce soit la zone du brouhaha. Et surtout, on sent que voilà, nos actions n'ont pas de poids dans ce qui est en train de se passer. Donc on imagine qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Voilà. Dans cette zone, c'est la voix qui va assurer le lien, la voix de l'acteur qui va assurer le lien entre la scène et la salle. Et puis, c'est une zone où on voit les corps dans des vastes espaces. Donc, c'est pour ça, du haut de sa colline de Chaillot, là, pour Barthes, c'est la zone où on saisit les grands enjeux. On a une conception beaucoup plus métaphysique de ce qui est en train de se passer. Donc, ça pourrait être la zone de la tragédie. Voilà, l'inverse de la zone de la performance, là, qui est cette zone proche. Voilà, alors pour terminer là-dessus... moi, j'ai 2 exemples. Le premier, c'est un spectacle sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse, qui est La Chambre d'Isabella de Jan Lowers, qui est un spectacle qui part d'un legs fait par le père de Jan Lowers, qui vient de mourir à Jan Lowers, d'un ensemble d'objets ethnographiques. Donc, il y a une dimension très autobiographique, très intime dans ce spectacle. Et le spectacle montre à la fois... donc Jan Lowers invente toute une histoire autour d'un personnage d'Isabella qui aurait hérité de ses objets, enfin qui redécouvre ses objets au fil du spectacle. Donc le spectacle raconte ça, et en même temps le spectacle met en jeu et met en scène une troupe au travail et la connivence d'une troupe. Et on a Jan Lowers qui est sur le plateau, qui est là en train de regarder ses acteurs en train de jouer, de regarder ce qu'ils font, etc. Ce spectacle, je l'avais vu au Théâtre de la Bastille, qui est une toute petite salle, dans laquelle il n'y a pas du tout de zone lointaine. Le dernier rang, il est à 13 mètres maximum de la scène. Dans ce spectacle, dans cette salle, le spectacle fonctionnait extrêmement bien. Et tout le monde, en fait, percevait à la fois la connivence entre les acteurs et la fiction racontée, ce qui se tramait entre les personnages. Et le spectacle a été repris au Théâtre de la Ville. Là, moi, au Théâtre de la Ville, j'observais les spectateurs et je faisais des questionnaires. Et en fait, au-delà de 13 mètres, le spectacle ne fonctionnait pas. Et précisément parce qu'on perdait en fait tout ce jeu de regard entre les acteurs. Donc, on n'était plus dans la saisie fictionnelle, mais tout le jeu de regard et de connivence entre les acteurs n'était plus perçu. Et du coup, il manquait une dimension essentielle au spectacle pour ceux qui étaient trop loin. Voilà. Et l'autre exemple, c'est encore au Théâtre de la Ville, mais c'est Umwelt de Maggie Marin. Où, donc dans Umwelt, il y a un niveau sonore extrêmement
fort qui est créé par une espèce de câble en acier qui passe sur une guitare électrique saturée. Donc c'est un son insupportable et très très fort. Et c'est une pièce de danse où on a une forme de répétition lancinante. On a des danseurs, des interprètes qui sortent de derrière des miroirs. Ils sont toujours déguisés différemment, mais ils sortent et ils disparaissent, ils reviennent, ils disparaissent. Un peu comme si on était dans le wagon d'un train et qu'on voyait comme ça sur le bord des apparitions. Les spectateurs, le soir où j'y étais, c'était il y a un moment maintenant, des derniers rangs, persuadés qu'on ne les entendait pas, donc se sont mis à hurler. Ils hurlaient pendant le spectacle, mais vraiment, tant et si bien qu'en fait, on a arrêté le spectacle, parce que bien sûr que les danseurs les entendaient, mais dans cette idée que de toute façon, le son est tellement fort et qu'on n'est plus là inscrit dans l'échange, en fait, ça avait ouvert la... Enfin, c'était des réactions extrêmement violentes et hyper intenses. Alors le spectacle appelait ça d'une certaine manière, mais et elles étaient permises par le fait qu'ils pensaient, en fait, alors ils hurlaient, c'était probablement pour être entendus, mais ils pensaient en fait sincèrement qu'ils ne pouvaient pas être entendus, donc ils ne pouvaient pas interrompre la représentation. Voilà. Donc tout ça pour dire que sortir, il faut que je vérifie le temps, mais ça va. On peut sortir du dispositif architecturé pour inventer un autre mode de relation, mais on peut aussi jouer des possibles offerts par ce même dispositif pour travailler la relation. Et travailler, là vous voyez quand on dit la relation, c'est une relation qui s'établit à partir d'éléments liés à la situation, mais qui implique en fait une certaine interprétation de ce qui est montré sur la scène. Et donc pour finir, j'avais quelques exemples de spectacles où on est resté dans des dispositifs frontales, mais où on a joué avec des éléments qui permettaient de créer une forme d'immersion, je vais le dire comme ça, même si c'est peut-être un peu rapide, des formes d'immersion, donc de rapports différents entre le spectateur et l'action scénique, sans que le spectateur ne soit déplacé ou sans que le dispositif scène-salle ne soit aboli, voilà, le dispositif frontal ne soit aboli. Alors le premier exemple, il est ancien, c'est les Cenci d'Antonin Artaud. Alors, Antonin Artaud, donc c'est un metteur en scène, un poète, un acteur qui a beaucoup travaillé dans les années 1920-30 jusqu'à la fin des années 1940. Et il a énormément, c'est une forme de précurseur de beaucoup de choses qui vont se passer dans les années 1960, de tout le théâtre qui va essayer de renouveler les rapports entre scène et salle et d'inventer un théâtre plus physique, plus du corps à corps, bon voilà. Donc je ne vais pas vous raconter tout Artaud maintenant, on n'a pas le temps, mais peut-être juste dire qu'une de mes citations préférées d'Artaud, c'est que le spectateur devrait aller au théâtre comme il irait chez le chirurgien ou le dentiste, en sachant qu'il n'en mourra pas, mais qu'il n'en ressortira pas indemne. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle dit quelque chose d'un rapport un peu physique au théâtre de la part du spectateur. Là, on parle bien le chirurgien et le dentiste, c'est quand même notre corps. Et puis, d'une recherche de quelque chose de l'ordre du choc qui nous transformerait à jamais. Et ce choc passerait d'abord par le corps, pour nous amener ensuite du côté de la métaphysique, parce que ça, c'est l'enjeu d'Artaud, c'est qu'on réinvente un autre rapport au monde et un autre rapport en interne à chacun entre notre corps et notre esprit. L'autre citation, c'est pas une citation exacte, mais l'autre image d'Artaud, c'est de dire que le spectateur, c'est un serpent, et que l'acteur serait donc le dompteur de serpent et qu'il lui suffirait de jouer les notes exactes pour faire au spectateur ce qu'il veut, dans ce rapport très physique. Donc tout est une histoire de mélodie et de vibration et de bonne vibration. Voilà. Et donc dans le travail d'Artaud, il y a vraiment une recherche qui est assez désespérée parce qu'il va y revenir toute sa vie sans jamais y réussir. La recherche de moyens d'agir sur le spectateur de façon immédiate, mais sans médiation, sans médias. Il faudrait agir directement, sans passer par des représentations, en se passant de tout médium, ce qui, au théâtre, est une espèce de paradoxe absolu. À partir du moment où vous avez des gens
assis dans la salle et d'autres sur la scène, vous avez déjà une séparation, vous avez déjà un médium, vous avez déjà une exposition, vous avez déjà une forme de mise en représentation. Et en même temps, Artaud n'a pas arrêté de revenir au théâtre parce que c'était un lieu de présence rassemblée. Donc il y avait l'idée que quand même, c'était bien ici qu'on pouvait essayer de faire quelque chose dans l'ordre d'un échange direct, vivant, sans médiation. Voilà. Alors, dans Les Sancy, donc il essaye, Les Sancy c'est 1935, il a déjà fait des créations théâtrales avant, il avait ouvert un théâtre qui a fermé, bon, etc. Et donc, c'est une nouvelle tentative de théâtre de la cruauté. Et dans cette tentative, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va beaucoup travailler sur le son, sur la sonorisation. Alors, on est en 1935, c'est le début des enregistrements. Donc, Artaud est très content, en même temps que déjà désespéré, parce qu'en fait, il va enregistrer le bourdon de la cathédrale d'Amiens. Et c'est ça qui ouvre Les Sancy, c'est le bourdon de la cathédrale d'Amiens diffusé à plein volume dans la salle, en quadriphonie. Donc il y a des ça c'est très nouveau, il y a des haut-parleurs aux quatre coins de la salle qui permettent en fait d'entourer les spectateurs d'un réseau de vibrations sonores. Voilà. Alors Artaud est très content parce que ça lui permet en fait d'intégrer le spectateur à l'action scénique sans le déplacer, voilà, vraiment dans ce réseau de vibrations et de le toucher physiquement, corporellement, en même temps qu'il est déjà désespéré parce que c'était pas les vraies cloches de la cathédrale, c'était un enregistrement de ces cloches, donc déjà et toujours une médiation, voilà. Mais qui avait un effet réel puisque beaucoup de spectateurs sont ressortis. La critique principale était qu'ils avaient la migraine. Donc on n'était pas très loin ni du dentiste ni du chirurgien, c'était peut-être une réussite. Donc il y avait quand même l'idée d'un dérangement physique, de quelque chose qui était inhabituel, en tout cas dans la perception. Et puis au-delà de ça, donc il y a tout ce travail de sonorisation dans ce spectacle qui se joue aussi avec les pas. Alors je ne sais pas raconter l'histoire des Sancy, mais les Sancy, c'est l'histoire du comte Sancy qui est donc il y a un comte et qui est un père de famille et qui a une relation très violente et incestueuse avec ses enfants, notamment avec sa fille, qui donc décide de se venger, de faire assassiner son père. Elle rate, mais comme elle a osé s'ériger contre l'autorité paternelle, elle va être arrêtée et emprisonnée. Et du coup, dans tout le spectacle, il y a la menace des pas du père Sancy. Et ces pas, en fait, sont aussi diffusés en quadriphonie et même sont diffusés avant le début de la représentation. Donc ça commence avec la menace des pas du père qui sont enregistrés et qui sont diffusés là, dans la salle, tout autour des spectateurs. Donc il y a bien une manière de faire passer l'action dramatique de situer l'action dramatique et sur la scène et dans la salle et de placer les spectateurs au centre de l'action sans pour autant qu'on soit avec une scène qui entoure les spectateurs. Voilà. Bon, j'arrête sur Les Sancy parce que je pourrais en parler trop longtemps. Mais je continue avec des exemples plus récents. Alors peut-être si on continue sur la question du son, on arrive vers un spectacle de Romeo Castellucci. Donc Romeo Castellucci, il est metteur en scène. Et là, pour ce spectacle, je n'ai pas vérifié pour tous, mais il signe aussi là, la scénographie, très clairement. Je crois que c'est pratiquement le cas, c'est très fréquent en tout cas. Et le spectacle auquel je pense, c'est un spectacle qui s'intitule Marseille 10, qui était dans le cycle de la Tragedia Andogonidia, qui est un cycle de Castellucci et la Societas Raffaello Sanzio, essayer de réfléchir à ce que pourrait être, ce que ce serait d'écrire ou de créer des tragédies pour aujourd'hui. Voilà, sur notre Europe contemporaine. Et donc, c'est des spectacles qui se sont joués dans 12 villes européennes. Et dans Marseille 10, c'est un spectacle en diptyque et pendant toute la première partie, il n'y a aucun acteur sur scène. Il n'y a que des évolutions de couleurs. Alors, ça fait beaucoup penser à Rothko au début, mais c'est pas que ça. La scène est illuminée de couleurs changeantes. Voilà. Parfois, on a l'impression de voir des tests de Rorschach, parfois on a des tableaux qui apparaissent, parfois on a l'impression de voir des carrés blancs, des carrés rouges, des carrés bleus, etc. Voilà. Donc c'est une succession en fait d'images qui sont accompagnées
et c'est là le lien avec Artaud, par la création sonore de Scott Gibbons, qui est donc un créateur sonore qui travaille beaucoup avec Castellucci, mais qui travaille aussi pour des grands spectacles en plein air, etc. Donc il sait manier des sons puissants. Et dans Marseille 10, il y a un travail sur les infrabasses qui est très très fort, qui fait que les spectateurs qui étions là avions les entrailles qui vibraient pendant de bonnes parties du spectacle. Donc là, on était intégrés, c'était pas tant à l'action fictive que à ce réseau de vibrations qui traversait tous les corps qui étaient présents, les corps vivants et les corps, les objets, enfin tout en fait, ce qui était là, qui vibrait en fait par ce travail de son. Un exemple un peu différent, c'est celui de Gisèle Vienne. Donc j'ai revu récemment le spectacle This Is How You Will Disappear, qu'elle avait créé en 2010 et qu'elle a repris en 2021. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. C'est un spectacle où elle signe aussi la scénographie, la mise en scène, la chorégraphie, la conception et la scénographie. Et c'est un spectacle dans lequel il y a des sculptures de brume de Fujiko Nakaya. Et la brume, donc c'était pas le cas en 2010 dans mon souvenir, là il y a des moments très fréquents. Donc le spectacle se passe dans une forêt. On est dans une forêt, on a vraiment une reconstitution très naturaliste de forêt sur le plateau. Avec même des rapaces qui volent. Donc il y a un filet qui est tendu entre la scène et la salle pour permettre aux rapaces de voler. Et puis il y a des jeux de lumière très forts, très puissants, qui transforment complètement cette forêt qui parfois est vraiment une forêt enchantée, parfois une forêt vraiment de film d'horreur, et ça passe comme ça de manière très rapide. Et puis il y a ce très gros travail sur la brume qui s'élève dans la forêt et qui vient à plusieurs moments, et c'est vraiment de la sculpture de brume, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dirigée, et à plusieurs moments, elle arrive, on la voit, moi j'étais plutôt loin dans la salle, et on la voit remonter tous les rangs de spectateurs, et on sent qu'elle va nous englober à notre tour, et on voit les autres se faire happer avant nous. Et du coup, là, il y a vraiment... Alors déjà, voilà, pour la proxémique, on voit, en fait, c'est comme si on voyait l'action scénique se rapprocher et nous intégrer. Et ce que ça crée, tous ces cas-là dont je viens de parler, me semble-t-il, c'est des effets d'homogénéisation de la salle. Donc contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure avec des points de vue et des sujets éclatés dans l'espace personne ne voit la même chose, là on est quand même des sujets individués, mais on va d'un seul coup être pris dans quelque chose qui nous dépasse tous, qui nous traverse en fait d'une certaine manière et qui nous englobe. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir ensuite la même interprétation de ce qui s'est passé, mais on est tous pris dans une même situation et on voit cette situation qui nous intègre se créer, s'installer. Enfin, voilà. Et mon dernier exemple, du coup, c'est alors on retourne un tout petit peu en arrière, mais c'est Mua de Emmanuel Huynh, qui est un spectacle créé en 1998 et qui n'arrête pas de tourner depuis. Alors je vous laisse ça parce que donc ça vous pouvez le retrouver sur Numéridance, parce que moi je vais vous montrer que 2 minutes. Donc voilà, ça dit tout en fait, la fiche technique du spectacle: immobilité, silence, obscurité, transparence. Donc c'est une chorégraphie d'Emmanuel Huynh qui signe l'immobilité. Le musicien signe le silence, l'éclairagiste l'obscurité et le costumier la transparence. Et c'est un spectacle donc qui commence dans le noir, qui commence dans la salle allumée, on s'installe, mais au bout d'un moment les lumières baissent et on est dans le noir complet. Et la lumière ne monte jamais sur scène. Donc, on reste dans le noir vraiment un bon moment avant qu'il n'y ait quelques apparitions. Donc, je vous montre un tout petit morceau. Voilà. On va commencer dans le noir et puis on va voir...
peut-être. Ça ressemble au spectacle d'une certaine manière. Bon, pendant que ça mouline, je vais vous dire ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc dans ce spectacle, il n'y a au départ rien à voir, il n'y a rien à entendre, et on est juste plongé dans le noir. Petit à petit, il va y avoir du son, il va y avoir des apparitions, jusqu'à ce qu'on arrive à saisir de plus en plus clairement une image et des sons. Ce que ça crée en fait au début de la représentation, le temps où on est vraiment dans le noir, c'est la sensation très 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 forte des autres spectateurs, de leur silence ou non, de leur bruit, de leur moindre chuchotement. Voilà, donc il y a cette perception des autres, cette interrogation sur ce que nous percevons, parce que les premiers moments où on croit percevoir quelque chose, on n'est pas tout à fait sûr d'avoir vu quelque chose, donc ça nous renvoie absolument à nous en train d'essayer de voir, de deviner ce qu'on perçoit. Donc ça nous renvoie à nous comme êtres percevants dans la salle. Et puis au début aussi, en fait, le fait d'être complètement dans le noir, ça abolit ou ça rend assez étonnante la limite spatiale entre la scène et la salle. On ne sait plus. On entend, alors au tout début, on entend, les premiers sons qu'on entend, c'est des pas de la danseuse sur le plateau, mais on n'arrive plus à les situer. Pourtant, on a vu, quand on s'est assis, on était dans les gradins, on a vu la scène en face. Le fait d'être absolument dans le noir, on a l'impression qu'elle peut être très proche ou très loin. On ne sait plus, en fait, dans quel espace elle est. Ça fait que l'action scénique devient comme flottante, en même temps que tout a disparu. Ça fait une sorte de confusion des espaces qui va se rétablir une fois qu'on va se remettre à voir. Voilà. Mais tant qu'on ne voit plus rien, c'est comme s'il n'y avait plus de distance entre l'espace de la scène et l'espace de la salle. Et puis, ça rend, donc encore une fois, je ne sais pas si ça homogénéise, mais en tout cas, ça nous rend conscients du groupe que nous formons en tant que public, puisqu'on s'entend, on se perçoit et presque on se sent regarder, en fait, ou essayer de voir. Voilà. Voilà, donc si je résume, je suis désolée pour ce dernier extrait, tout aura été vraiment catastrophique de ce point de vue-là. La relation entre les spectateurs et les œuvres, elle est régulée par l'espace, elle est régulée par la distance à la scène, mais pas seulement. Cette distance, d'abord, elle est connotée, hein, c'est ce qu'on a vu avec la proxémique recalculée. Elle implique des modes de relation ou d'implication différents avec l'action scénique, mais compte aussi, en fait, dans la distance ou dans la relation qu'on entretient au spectacle, le rapport aux autres spectateurs, le rapport à l'action, ou aux éléments scéniques, et enfin l'altérité de l'espace scénique, qui va être soulignée, renforcée par la fiction, par la théâtralité. Donc en fait aussi la manière dont ces espaces sont séparés, sont distincts. Voilà, et puis pour finir sur la question du scénographe, en effet, dans ces différents exemples, en fait, le metteur en scène et le scénographe sont quand même très souvent assimilés, parce qu'en fait, réguler la relation, c'est une question d'espace et c'est en même temps un enjeu esthétique majeur pour le spectacle, dans des spectacles qui essayent d'inventer, de créer à chaque fois une relation qui serait spécifique. Voilà. Voilà, je vais finir là-dessus. Peut-être, oui, si ça vous intéresse, on peut essayer.
passer le micro. Merci beaucoup, Bénédicte. On peut ouvrir maintenant la discussion à la salle, les questions, les commentaires. Vous avez parlé donc effectivement de ce rapport entre la salle et la scène. Et dans vos derniers exemples, que ce soit Castellucci ou même j'ai lu dans l'article dans votre livre avec L'or sur le 5e mur, je ne sais pas le prononcer, mais Nachlass ou Nachlass, où pour le coup, là, il n'y a aucune présence d'acteurs, mais c'est plutôt l'absence et les éléments finalement matériels qui portent ces personnages. Est-ce que du coup, sans acteurs, on reste quand même dans ce rapport salle-scène et cette relation finalement, comme vous dites, entre le sujet spectatoriel et la scène, quoi? Je vais répondre en faisant un détour par les aveugles dans la mise en scène de Denis Marlot, qui a donc Denis Marlot a mis en scène les aveugles en prenant d'une certaine manière au pied de la lettre Maeterlinck, qui dit qu'on pourrait mettre en scène non pas des acteurs mais des sortes d'effigies qui auraient les allures de la vie sans avoir la vie. Bon. Et donc Denis Marlot fait ça en début des années 2000 en mettant sur le plateau des masques sur lesquels sont projetés les films des acteurs qui ont joué les personnages mais qui ne sont pas là. Ils ne sont pas sur scène au moment de la représentation. Quand il crée le spectacle, il le crée dans une galerie, dans un musée. Et donc, c'est une forme entre le théâtre et l'installation, en fait. Donc, moi, j'avais travaillé sur ce spectacle dans ma thèse sur la coprésence. C'est un peu paradoxal, voilà. Mais justement, parce que ça m'intéressait de me dire c'est quoi la coprésence, c'est quoi ce qui, soi-disant, est le propre du théâtre, une fois qu'il n'y a plus d'acteurs, quand il n'y a pas de présence sur scène, quand il n'y a pas de présence vivante. Et alors, ce qui était intéressant, c'était que d'abord, les spectateurs, ils voyaient des gens présents. Malgré tout, en fait, l'illusion fonctionnait. Et donc, moi, j'avais interrogé les spectateurs. Il y en avait toujours. En fait, souvent, ils voyaient, ils étaient sûrs que le vrai acteur, ils pensaient qu'il y avait des faux acteurs et un vrai acteur. Et le vrai acteur, c'était celui qui avait un petit peu transpiré au moment où ils avaient tourné le film. Donc voilà, donc les spectateurs en fait cherchaient en fait où était le vrai et qui étaient les faux. Et puis il y avait ce moment dans la représentation à la fin où en fait la lumière monte et on voit que ce ne sont que des masques sur des pics, donc une impression de tête coupée absolument mortifère qui est effrayante, surtout quand on croyait que c'était des vrais acteurs. Mais voilà, alors du coup, pourquoi c'est du théâtre, ou est-ce que c'est encore du théâtre, ou comment ça fonctionne? En fait, ce qui est intéressant dans ce spectacle-là, c'est que il y a quand même une action dramatique et qu'elle vient entourer les spectateurs. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que les spectateurs sont placés dans la même situation que les personnages de la pièce. En fait, les spectateurs ne voient rien. Qu'est-ce qui leur est donné à voir? Juste des masques figés. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils entendent. Et que l'action théâtrale, elle est plus sur scène, mais elle se joue beaucoup avec le son et la parole, et elle est diffusée là aussi en quadriphonie tout autour des spectateurs. Et du coup, en effet, il me semble que dans ces formes-là, donc c'est plus tellement l'échange de corps à corps qui prévaut, mais plutôt la manière dont on va se servir des éléments scéniques pour organiser ou moduler une expérience dans la durée. Et c'est la question, je crois, de la durée qui nous rapproche du théâtre. Voilà. Pour rebondir sur la question, merci.
pour rebondir sur la question, qu'est-ce que vous pensez des expériences immersives du type ce qu'avait fait Biancali à Chaillot avec un casque de réalité virtuelle? Est-ce qu'on est encore dans le théâtre ou est-ce qu'on est dans l'expérience? Est-ce qu'on est quand même sur... C'est une notion... ça se passe dans un théâtre, du coup. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, ça va être difficile parce que j'ai pas vu, moi, cette... J'ai pas vu la proposition. Et du coup, pour dire si on est dans le théâtre ou pas, moi, je dirais que ça dépend de ce qui se passe. C'est pas le fait d'avoir un casque ou pas un casque, ou c'est pas ça qui sera discriminant. Et du coup, je peux essayer de répondre avec un autre spectacle de Rimini Protocol. On n'avait pas des casques de réalité virtuelle, mais on avait des iPads. Et on était... alors, le titre va m'échapper. C'était celui sur les vendeurs d'armes, là. Situation Room. On était, donc, ça se passait dans un théâtre, mais en fait, on était sur la scène du théâtre, dans un décor en 3 dimensions. Et on entrait là-dedans, 12 par 12, je pense, avec un iPad sur lequel on avait un film nous représentant dans le décor dans lequel on était. Voilà. Donc, ils avaient filmé... c'était en réalité virtuelle, des gens qui évoluaient dans ce décor, et en fait on comprenait très bien que nous on devait faire ce que faisait notre personnage dans l'iPad, voilà. Ce qu'on faisait, et donc on passait tout le spectacle à déambuler dans un espace là pour le coup un pur décor magnifiquement naturaliste, parce que tout était très 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 bien reconstitué dans les moindres détails, comme fait Rimini Protocol tout le temps, et à faire les actions que faisaient nos personnages dans l'iPad, voilà, et à croiser d'autres spectateurs qui étaient en train de faire leurs propres actions. Donc parfois on mettait un manteau à quelqu'un, on récupérait un truc, on repartait, etc. Bon voilà. Donc les questions que ça soulève, ce type de forme, il y a donc d'abord celle du déplacement de la figure du spectateur, parce que dans l'histoire occidentale, le spectateur tel qu'il s'est construit, cristallisé, c'est celui qui est immobile, silencieux et contemplatif devant une œuvre. Voilà. Donc il y a un philosophe, chercheur qui s'appelle Christian Ruby, qui essaye en fait de déconstruire un petit peu, qui a travaillé en fait sur la manière dont cette figure s'était construite, et il essaye de penser aussi pour peut-être couper court à des débats pas toujours très intéressants. Il essaye de montrer qu'en fait ce qu'on dit quand on dit spectateur, c'est ça. Donc c'est toute une attente d'une forme d'attitude en fait. Voilà. Et donc peut-être on pourrait soit trouver un autre mot pour dire d'autres formes de rapport aux œuvres, voilà, d'autres attitudes et d'autres relations aux œuvres, et qu'on ferait bien peut-être de trouver un autre mot, parce que ça ferait qu'on arrêterait de dire ah oui mais on n'est plus spectateur, on est encore voilà, on arrêterait d'être dans la déploration, ou bien on admet en fait que la manière dont on conçoit le spectateur, elle est issue de notre histoire culturelle, et elle répond en fait à une codification d'une attitude particulière qui probablement va pouvoir se déplacer à nouveau ou se constituer différemment. Donc voilà, ces spectacles-là, ils posent cette question. Et puis, ils posent aussi la question du rapport... donc moi, là où je trouve que c'est vraiment... ça reste vraiment du théâtre, c'est qu'il y a toujours le rapport à un personnage. Et en fait, là, on nous demande de nous identifier. Le teaser du spectacle, c'est qu'on soit dans les baskets de ces personnes. Voilà. Donc, c'est au-delà de l'identification, c'est qu'on vive leur vie momentanément, quoi. Voilà, ou c'est de l'identification encore plus forte, sachant que ce qui met de l'ambiguïté, c'est qu'on n'est pas très sûr d'entrer dans la peau de personnages de fiction, contrairement à ce qu'on nous demandait traditionnellement au théâtre, et que là, ces gens, ils sont des experts de leurs questions, et donc ils existent probablement quelque part, quoi. Voilà. Mais ce rapport de entrer dans la peau de quelqu'un, en fait, ça, pour le coup, c'est assez proprement théâtral. Et par contre, là, dans cette forme, on était amené à agir beaucoup. Donc, ça met
plutôt, là si je parle en termes théâtraux, dans des formes un peu de distanciation par rapport à ce qui nous est montré, parce qu'en fait on est toujours en train de se demander ce qu'on doit faire, donc on est beaucoup plus proche de nous-mêmes en fait que de ce qu'on est en train, que moi je trouve que de la peau du personnage qu'on est en train d'expérimenter, quoi. Voilà. Merci. Par rapport à cette question de la présence de l'acteur ou pas sur scène, et pour revenir sur la mise en scène de Denis Marlot, je me pose cette question d'une forme de peur du vide qu'il peut y avoir dans le théâtre, donc de peur de vide de l'acteur. Et est-ce que d'une certaine manière, j'ai vu que des extraits de cette mise en scène, est-ce que d'une certaine manière, la présence de ces masques, de ces effigies, ne comble pas, je me fais avocat du diable, une forme de peur du vide? Est-ce que finalement, sur les aveugles et sur les enjeux que soulève la pièce, l'absence totale d'acteurs, et non cette illusion, n'aurait pas amené autre chose? Et ça soulève une deuxième question. Vous parliez tout à l'heure du fait que quand on a trop de bruit, trop de vibrations, les gens se mettaient parfois à hurler, une sorte de présence. Est-ce que vous avez déjà vu des mises en scène ou des situations où le vide total, l'absence, le silence amenait des gens à partir finalement, donc déjà se soustraire quasiment à la pièce et voire même la quitter, l'ennui, comme une sorte de contraire de ces hurlements? Alors, pour répondre sur la question du vide, la première question, en fait, Denis Marlot, il est vide déjà par rapport à la proposition de Maeterlinck, parce qu'il ne laisse que les visages, là où Maeterlinck propose qu'il y ait les aveugles assis en groupe avec le prêtre mort au milieu. Donc déjà, il évacue en fait beaucoup de choses, il n'y a pas de paysage, il n'y a plus que les visages. Et en fait, les spectateurs, donc moi je l'ai vu en entier dans la longueur, ce qui était étonnant, c'est que parfois les spectateurs, quand ils entraient dans la salle, ils s'asseyaient dos au visage. Donc ils ne comprenaient pas forcément que c'était le spectacle, que le spectacle serait là. Ils pensaient que c'était une forme de décor, voilà. Et ils se mettaient dos pour voir la pièce arriver, quoi, voilà. Bon, au bout d'un moment, ils comprenaient qu'il fallait se retourner. Et puis, en fait, très vite, ce qui était intéressant, c'est que certains d'entre eux arrêtaient de regarder. Donc, comprenaient que finalement, ce qu'il fallait plutôt, c'était écouter les voix. Et donc, beaucoup baissaient les yeux et continuaient à écouter en ne regardant pas forcément la scène. Parce qu'en plus, le dispositif tel qu'il était fait, il rendait en fait assez difficile de savoir qui était en train de parler. Et assez vite, on comprenait que ce n'était pas très important. Et c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Enfin, je ne sais pas s'il aurait pu ne rien mettre, mais en fait, la présence des visages et de leurs paroles. Mais enfin, vous savez que la difficulté dans ce type de dispositif, c'est d'arriver à localiser le son pour donner l'impression qu'il sort précisément de la bouche en train de parler. Voilà. Et donc c'était plutôt bien fait parce que la créatrice sonore là-dessus, elle avait beaucoup travaillé, mais quand même, on avait toujours un peu le doute. On ne savait pas trop quel masque était en train de parler en fait. Mais ça donnait, ça rendait vraiment visible peut-être le ressort de la pièce qui est de reposer sur des voix qui circulent. Voilà, parce qu'il y a un effet de choralité et pratiquement en effet d'indistinction entre tous ces aveugles qui ne sont pas très qualifiés, même chez Maeterlinck, entre l'aveugle-né, le vieil aveugle, enfin voilà, il y a les trois femmes, enfin c'est pas vraiment des personnages, et donc c'est juste cette circulation de la parole dans un groupe, et ça fonctionnait bien en termes visuels dans la mise en scène avec les masques. Et alors, pour l'autre question sur le vide, oui, et le silence, l'inverse, eh bien oui, comme ça, je peux parler de Claude Régis, évidemment. Donc, il y a un lien, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas vu la mise en scène de Daniel Jeantot des Aveugles, qui était le scénographe de Claude Régis. Voilà.
Alors, donc l'inverse, un des spectacles où le niveau sonore est très bas. Un bon exemple, c'est les spectacles de Claude Régis, où le niveau sonore est très bas et la diction est très lente, ce qui fait qu'il y a beaucoup de silence entre les mots. Et l'enjeu de Claude Régis, c'était de faire entendre ce que les mots ne disent pas, ce qu'il y a entre les mots. Et donc de ralentir complètement le ton, et puis d'être dans une diction très monotone et monocorde pour sortir complètement de la conversation courante et qu'on se mette à écouter autre chose, quoi. Et donc dans ces spectacles, il y avait aussi vraiment la volonté de nous déplacer. Donc ça pouvait commencer un spectacle de Claude Régis par une baisse des lumières pendant 20 minutes. Une fois que vous avez regardé ça 20 minutes, bah en fait, vous êtes dans un état de disponibilité qui est assez différent à ce qui va vous être montré. Voilà. Oui, où ça commençait déjà avec Claude Régis qui est là dans le couloir en train de vous dire chut, chut, silence, et vous entrez dans la salle comme dans une église, hein, disent certains de ses détracteurs. Et puis moi j'ai vu comme un chant de David, ça commençait dans le noir complet pendant assez longtemps et dans un dispositif quadrifrontal dans le noir complet. C'est assez oppressant en fait. Voilà, on a hâte que la lumière vienne. Et donc moi j'ai étudié aussi un des spectacles de Claude Régis, c'était 448 Psychose avec Isabelle Huppert au Bouffe du Nord. Et là les gens avant le spectacle, donc ils se préparent à être silencieux. Donc c'est tout un truc. Donc il me racontait, oui mais moi je prends des pastilles pour la gorge parce que vous comprenez, on peut pas tousser dans un spectacle de Claude Régis, si je tousse vous vous rendez pas compte, etc. Donc là il y a vraiment, ça rend pour le coup notre poids, la conscience de notre poids dans l'échange hyper aigu. Donc les gens étaient tétanisés à l'idée de faire trop de bruit, et le trop de bruit commence par j'ai toussé. Bon, moi je prends des notes pendant les spectacles parce qu'il faut que je m'en rappelle, mais dans les spectacles de Claude Régis c'est toute une histoire parce qu'on peut pas avoir un stylo qui fait du bruit sur le papier, quoi. Donc on entend notre voisin gargouiller. Enfin c'est vraiment un rapport en fait, c'est très étonnant parce que c'est dans le retrait le plus complet qu'il y a quelque chose d'extrêmement organique en fait qui se fait sentir. Et l'image que prenaient les spectateurs pour 448 Psychose, c'était l'idée que Isabelle Huppert était entourée de fauves. Donc les spectateurs étaient des fauves dont le moindre bruit était comme une attaque à l'actrice. Voilà, qui elle-même était, comme Claude Régis était dans la salle, elle pouvait ni parler plus fort, ni parler plus vite, ni rien. Et du coup, elle était vraiment sur ce ton très très bas et très silencieux, qui fait que c'est en même temps, je raconte ça en m'amusant, mais c'est très très beau parce que ça oblige en fait la salle. En fait, pour que la salle soit silencieuse, il faut qu'elle arrête de bouger. Tant que les gens bougent, en fait, il y a du bruit, même si c'est un bruit léger, il y a un bruit. Et donc là, les gens arrêtaient de bouger et ça fait des salles qui sont assez fascinantes, en fait. Soit ils arrêtent de bouger, soit ils dorment, soit ils ont des réactions, mais ils vont regarder 50 fois leur montre en 1 minute. Donc l'inverse, en fait, l'hyperagitation liée à ce sentiment de devoir être dans une retenue physique très très forte, qui fait que, enfin, chez Claude Régis, je pense que c'est vraiment pas anecdotique parce que c'est une manière de nous ramener vraiment chacun à la conscience de où on est, de ce qu'on est en train de faire et à l'écoute de nous-mêmes et de nous-mêmes en train d'écouter. Et les gens, en fait, pour aller jusqu'au bout de la réponse, ils partent. Claude Régis a monté des spectacles dans les années 70 où en fait vraiment les 2/3 de la salle se vidaient, mais ils rentraient pas forcément chez eux parce qu'ils restaient dans le hall pour pouvoir revenir hurler à la fin pour dire à quel point ça les avait dérangés, quoi. Voilà, donc donc ça c'était les années 70, et puis après il en a conclu qu'en fait, et ça fait le lien avec ce qu'on racontait sur la proxémique tout à l'heure, il s'est beaucoup battu, Claude Régis, pour pouvoir réduire les jauges de ses salles parce qu'il pensait qu'au-delà d'une certaine distance, c'était pas le bon rapport, ou au-delà d'un certain angle,
Et du coup, il disait non mais de toute façon, plutôt que remplir la salle et qu'elle se vide à moitié pendant, autant réduire d'abord, quoi. Voilà, et qu'au moins ceux qui viennent puissent rester parce qu'ils sont dans les bonnes conditions pour recevoir ça. Et après, voilà, la force du silence qui s'installe fait que parfois il est difficile de partir parce que c'est trop bruyant et du coup, il y a des spectateurs qui ont pu et se sentir otages en fait de ce type de forme. Un petit mot. Merci beaucoup pour cet exposé, absolument passionnant. Juste peut-être une remarque et puis une question ou une critique, mais la première remarque, c'est effectivement sur la question de la proxémie. Alors, les étudiants de Camondo, James T. Hall, la dimension cachée, je pense que ça fait normalement partie des choses absolument incontournables. Je pense à tous ceux d'entre vous qui travaillez sur vos mémoires actuellement, à lire sans modération. Et ça nous renvoie à des questions de perception qui sont absolument essentielles. Et là, effectivement, la question de la distance, la question du temps, la question de la sensorialité et de comment, effectivement, il y a une interaction qui se met en place entre spectateur là et spectacle, mais j'emploie volontairement les deux termes, mais aussi dans l'interaction qu'on a avec son environnement, avec l'espace, avec les objets, avec les autres, et que c'est des choses qui vous intéressent énormément. Et là, dans le cadre du théâtre, vous avez quand même un exemple qui est assez fascinant. Ce que vous disiez à l'instant sur Régie, qui gère la jauge et la distance, effectivement, du rapport entre l'acteur ou ce qui se passe sur scène et puis celui qui regarde, est très intéressante. Et puis en vous écoutant, je me disais, alors je comprends les gens qui sortent un peu excédés de ce genre de spectacle, parce qu'effectivement, c'est assez... moi, le plaisir du théâtre, c'est la passivité. Justement, l'acte même d'être spectateur, la passivité, et puis le côté, alors je dis peut-être une énormité très banale et très bête, mais le voyeurisme, quoi. C'est-à-dire que je me laisse emporter par quelque chose qu'on m'offre, et puis je sais que je vais être, et j'ai horreur qu'on vienne m'embêter à devenir acteur de quelque chose dont j'ai pas envie d'être acteur du tout. Je suis là, au contraire, pour regarder ce qui se passe dans la boîte. Bon, là, je caricature, hein. Molière, toujours. Je dis ça alors parce que c'est un joke entre nous. Maintenant, cette idée qu'effectivement, on est là pour assister à quelque chose dont on est à la fois étranger et puis on va se laisser emporter. Et puis moi, ça me rappelait alors des choses... parce qu'effectivement, c'est la question, là, pour le coup, on l'a évoqué un peu sur la question des acteurs. C'est qu'une salle, et alors là, c'est le prof qui parle. Moi, j'ai plus de salle, hein, je travaille avec des écrans. Et la chose qui me manque le plus, c'est la salle, c'est-à-dire la perception, et que d'emblée, même si j'ai 200 personnes spectatrices ou complètement inertes et passives, il se passe quelque chose à un moment donné. Et qu'il y a un aller-retour entre ceux qui regardent et ceux qui sont regardés, ou quand bien même tout se passe sur la scène, dans la scène, autour de la scène, il y a un moment donné où on est porté ou pas. On a un bon public ou on n'a pas un bon public. Vous verrez que lors de vos soutenances de mémoire, vous aurez un bon jury ou un mauvais jury qui écoute, qui entend, qui réagit. Et puis peut-être une question, moi je me souviens en vous écoutant, je pensais à des spectacles comme ceux c'est Christiane Jataï. J'ai le souvenir à la Comédie Française où finalement là, l'écran devient, la projection et l'écran deviennent très très importants, et où il y a eu sur la règle du jeu entre autres, j'avais été assez glacé de façon totalement passive, alors pour le coup parce qu'on m'obligeait pas, mais où le public devenait juge et complice de l'action qui se déroulait sur scène, et par un effet je trouve assez étonnant d'implication finalement du public qui devenait lui-même acteur de cette fête sordide et de ce crime idiot. Je ne sais pas par quel ressort, en fait, comment ça fonctionne. Enfin, je ne sais pas si c'est une question ou une simple remarque, si vous avez envie de réagir par rapport à ça. Peut-être juste sur la remarque d'avant sur on sait si on a un bon public, une bonne salle ou pas. C'est Marie-Madeleine Mervanroux, là, dans le même bouquin, elle utilise l'image du public comme un grand résonateur. Et c'est assez juste, en fait. Du coup, elle place en
terme sonore, ou sur le plan sonore, cet échange qui se tisse entre la scène et la salle, sachant que les acteurs, ils voient pas ou pas bien ou mal, ou ils regardent pas trop, surtout les spectateurs. Mais par contre, ils les entendent, et c'est là-dessus que se fait cette espèce de d'écomimie ou de synchronisation en fait entre la scène et la salle. Et puis par rapport à la passivité du spectateur, même chez Claude Régis, alors on se sent otage, mais on n'a rien à faire d'une certaine manière. Il ne vient pas nous dire levez-vous, je ne sais pas quoi. Il vient. Il y a beaucoup de gens qui dorment chez Régis, donc ils peuvent être très passifs. Et puis pour Régis, c'est très bien d'une certaine manière, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les visions que vont déclencher son spectacle. Donc si elles arrivent pendant qu'on dort, après tout, c'est quand même encore des visions ou des échos de ce spectacle en nous. Donc ça peut fonctionner. Et je crois, alors j'ai pas vu ce spectacle de Christine Jataï, mais je crois que l'implication, enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, la manière dont les spectateurs, ça me fait penser à Joël Pomera en fait aussi dans 1789, la manière dont les spectateurs en fait sans bouger vont être impliqués ou pris ou tenir un rôle dans la fiction scénique, ce qui nous rend, alors on n'est du coup pas participants, mais on n'est pas tout à fait spectateur comme d'habitude, et ça fait que, en tout cas, là pour le coup, l'altérité entre la scène et la salle, pour un moment, elle disparaît parce qu'on est tous impliqués dans cette action scénique qui se joue à l'échelle de tout le théâtre, en fait. Et je trouve que moi, c'est des moments que j'aime beaucoup, sans qu'on ait justement à se lever ou à bouger, ou au contraire, parce qu'en fait, souvent, quand on est amené à se lever ou à bouger, c'est des moments qui plutôt nous sortent en fait du récit pour nous ramener à notre responsabilité individuelle. Alors que là, dans 1789, on est les membres des assemblées constituantes, en fait, et il y a des acteurs amateurs dans la salle qui jouent les membres de l'Assemblée constituante, mais nous, comme on est assis à côté d'eux, on est aussi ces membres de l'Assemblée constituante, et sans avoir rien fait. Voilà. Et le seul vote, il est par assis ou debout, et tous ceux qui sont assis sont d'accord, et comme on est tous assis, on n'a rien à faire non plus. Donc voilà. Et du coup, en effet, on se retrouve tout à fait intégré sans avoir été déplacé physiquement, quoi, pour le coup. Merci. Justement, pour rebondir, parce que j'ai une question qui, du coup, résonne pas mal avec ce que Alexis vient de dire, de soulever comme remarque, de cette gêne engendrée par ce léger déplacement de notre position en tant que spectateur, ou de cette légère accroche. J'ai la sensation qu'on pourrait la retrouver en tant que designer ou architecte d'intérieur, quand un espace a une légère anomalie, ou en tant qu'usager de cet espace ou de cet objet, on n'est plus vraiment sûr de comment est-ce qu'on est censé l'utiliser, ou comment est-ce qu'on est censé être impliqué avec cet espace ou cet objet, qu'il y a quelque chose de dérangeant. Et c'est vrai que du coup, c'était une question un peu ouverte de ces spectacles qui aujourd'hui, certains spectacles aujourd'hui qui amènent vraiment une gêne assez insistante sur je ne sais plus du tout comment me positionner en tant que spectateur. Il y a des jeux très fins où effectivement on n'a presque rien à faire et on est quand même déplacé. Mais je sais pas, peut-être un exemple de spectacle ou un rebondissement sur ce genre de spectacle. Du coup, ça me fait penser à un spectacle que j'ai vu avec mes étudiants. C'est un metteur en scène rennais qui est aussi plasticien. Et le spectacle s'appelait Rien. Alors, on entrait dans des salles où il n'y avait pas rien, il y avait quelque chose. Mais par contre, c'était des espaces neutres, c'était pas des espaces théâtraux, c'était souvent sous la scène. Voilà. Et on arrivait, il y avait plutôt des bancs, des gens qui faisaient des choses genre tricoter, des carnets déposés où on comprenait assez vite qu'on pouvait écrire des impressions dedans si on voulait. On venait nous servir du thé, on venait nous amener quelque chose, voilà. Et puis au bout d'un moment, on nous emmenait dans une boîte où là, il y avait quelque chose à regarder.
Et c'était inspiré d'un roman japonais, La petite boîte hexagonale. Voilà. Et en fait, mes étudiants ont détesté ça parce que ils disaient mais c'est insupportable, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Et en effet, tout à l'heure, on parlait de la manière dont l'attitude du spectateur, elle s'est codifiée, cristallisée, et qu'en fait, on sait, quand on va être spectateur, à peu près comment on doit se tenir et ce qu'on doit faire. Sauf que là, on voit bien qu'il n'y a pas de siège, qu'il n'y a pas un espace sombre et un espace éclairé, qu'il n'y a pas tout ce qui fait qu'on peut se tenir et avoir l'attitude habituelle. Et du coup, pour eux, c'était le summum. Moi, je trouvais ça sympathique. Et pour eux, c'était le summum de l'élitisme. Parce qu'en fait, on leur demandait de faire quelque chose sans leur avoir donné le code avant. Et la manière dont l'œuvre leur donnait, dont la proposition artistique, en fait, leur faisait comprendre ce qu'ils devaient faire, pour eux, c'était pas assez clair. Et du coup, ça les mettait dans une instabilité trop forte quant à l'attitude à tenir, en fait. Voilà. Alors finalement, ça se passait globalement assez bien. Hein. Les gens, ils comprennent assez vite ce qu'il faut faire, comment ils doivent le faire, où est-ce qu'il faut se placer. Voilà. Là, les acteurs n'ont jamais eu... moi, je l'ai vu plusieurs fois, le spectacle, ils n'ont jamais eu à venir explicitement donner la consigne. Voilà. Donc, de manière tacite, ça s'organisait. Mais en effet, c'est ce que vous dites, c'est que comme ça ne correspondait pas à l'usage habituel, pendant un moment, ça instaure une forme de flottement dont moi, je pense qu'il peut devenir intéressant si la proposition fait quelque chose du flottement qu'elle a instauré. Voilà. Justement, pour rebondir aussi sur cette question de gêne, de malaise, je pense qu'on a pratiquement tous vécu une fois. On peut la vivre effectivement, comme disait Alexis, soit quand la notion des distances, on rentre dans finalement notre bulle, notre espace, et c'est ce qui nous met mal à l'aise, ou comme vous venez de dire, parce qu'il y a eu une incompréhension, quelque chose d'assez élitiste, où on n'a pas d'explication, c'est pas inné, etc. Mais est-ce que ce genre de malaise peut aussi se produire quand on a une représentation frontale, peut-être avec de l'hyper-réalisme. Par exemple, j'avais vu à la Comédie Française En attendant les barbares, où c'est une tragédie, etc. Mais il y a des corps emballés dans des sacs poubelles donc noirs qui, tout d'un coup, tombent dans la cage de scène. Et en fait, c'est, comme disait Alexis aussi, c'est que, quelque part, j'étais spectatrice et de manière très, très frontale. Et ça m'a mis très mal à l'aise parce que finalement, j'adhérais à c'était une forme de génocide. Et est-ce que en frontal, est-ce que c'est exclusivement, on va dire, l'hyper-réalisme qui peut nous mettre mal à l'aise ou ça peut être d'autres choses? Alors, si tu veux m'aider pour cette réponse, tu es la bienvenue. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que... Alors, oui, je ne sais pas si c'est l'hyperréalisme, mais c'est quand même souvent les moments où on n'est plus sûr d'avoir affaire à quelque chose de simulé ou de fictionnel qui peuvent impliquer une forme de malaise. Parce qu'encore une fois, ça nous invite à nous demander si l'attitude de contemplation esthétique qu'on a adoptée, elle est la bonne. Si jamais ce qui se passe en face de nous, en fait, c'est plus du jeu théâtral, mais c'est une forme de réalité, quoi. Voilà, une action réelle. Ou bien, le cas que vous prenez, c'est pas forcément ça, si je comprends bien, mais c'est peut-être que ça touche à... ça montre des choses qui sont tabous, donc on ne voit jamais. Et du coup, les voir là, comme ça, c'est pas forcément
on n'est pas habitué à les voir, en fait. Voilà. Donc voilà, j'essaie de trouver des cas où on ne serait pas là-dedans, mais... Ouais. Sur Régie et l'ultra-conscience, par exemple, de ces bruits corporels, c'est vrai que l'autre jour, j'ai revu un spectacle de Gisèle Vienne qui s'appelle Jerk, là, dans sa version en film. Mes souvenirs de ce spectacle frontal en salle étaient surtout liés, en effet, à une espèce de... c'est un spectacle qui déjà travaille la violence, où c'est une reconstitution de meurtre par un serial killer qui nous raconte avec des marionnettes à gaines, qui nous raconte en fait ces meurtres, avec des moments aussi où, dans les moments les plus intenses de la violence, il nous demande de lire un texte qui nous a été distribué à l'entrée du spectacle, et donc de lire, nous, ces passages que lui ne veut pas représenter, ou ne peut pas représenter, dit-il. Et en fait, là, c'est donc... Peut-être c'est pas de l'ultra-réalisme, ce serait juste parce que tout ça est très grotesque et dans une représentation vraiment purement marionnetterie, jouant de cette chose qu'est la marionnette à gaines. Et le malaise venait en fait surtout de plusieurs niveaux. D'une part, un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les bruits et la conscience des autres, et notamment dans ce fait dans ces moments de lecture à voix basse, de ces lectures dans la tête, mais à plusieurs personnes qui lisent en même temps un texte pendant que l'acteur est là en train d'attendre qu'on ait fini de lire. Et où tout à coup on est rendu conscient, ultra conscient de même nos bruits à nous, de notre corps, de notre ce que tous les bruitages complètement grossiers qu'il fait aussi pendant le spectacle, vraiment de l'ordre du bruitage de mauvaise série B parfois sur la reconstitution de ces meurtres. Quand tu parlais du ventre qui gargouille, c'est vrai que pendant Jerk, nous entendre ses propres tripes, alors même qu'on voyait quelqu'un se faire, et qu'on ne voyait pas, qu'on entendait cette image de quelqu'un qui se fait étriper. Et là, ça jouait pas du tout sur de l'hyperréalisme, justement. Ça jouait sur aussi une projection que chacun se faisait, puisque rien ne nous était donné à voir finalement d'affreux. Mais finalement, on était tous confrontés à aussi ce qu'on en imaginait, ce qu'on en faisait, nous, dans notre projection sur ce qui nous était raconté. Donc peut-être c'est un cas encore un peu différent. Mais je cherche un exemple qui ne soit pas du malaise de l'ordre de la violence nécessairement, parce que c'est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure, Margot. C'était quelque chose déjà aussi de l'ordre du choc. Je ne me rappelle plus du tout. Je me souviens juste de cette sensation d'être dans la salle frontale et d'avoir un acteur qui pose une question au public. Personne ne sait réellement s'il faut répondre à sa question et le temps est long et il attend une réponse et personne ne répond et personne n'osera y répondre. Ou une autre fois, la Commune, pièce à l'actualité numéro 14, un acteur qui lance une balle et qu'est-ce qu'on fait de cette balle? Est-ce qu'il faut lui renvoyer ou non? C'est ce côté très direct de tout d'un coup, il y avait un quatrième mur là, il est passé où? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais je sais que moi, par la voix, j'ai déjà eu cette sensation de malaise d'une question, ou voire même des fois d'un spectacle qui parle du public et qui dit vous êtes élitiste, vous avez la chance d'être au théâtre, et ce côté un peu malaisant, oui, justement, je viens pour parler du monde et on me met à un endroit où je ne pense pas être aussi. Je sais pas, et par la voix, moi j'ai aussi eu ces sensations de gêne en frontal, mais vraiment en pure frontale. Et c'est vrai que là, on est à des niveaux un peu différents, entre ce qui va être choquant, accusateur, voilà, ou ce qui est lié à l'incertitude quant à l'objet
qu'on est en train de voir, et donc la bonne attitude, parce qu'on est habitué d'une certaine manière à ajuster notre attitude à l'objet esthétique qui est en face de nous, quoi. Donc en effet, ce que vous dites, il y avait un quatrième mur, mais d'un seul coup, non, bon, alors je fais quoi, je réponds, ou les performances, où on ne sait pas si... Oui, on sait bien que si on n'agit pas, a priori, la performance n'aura pas lieu, mais agir, ça peut aussi blesser l'artiste qui nous demande de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, ce genre d'ambiguïté, en fait, qui nous rend... alors, je ne sais pas si c'est du malaise très fort ou qui, en tout cas, nous incite à nous interroger sur ce qu'on est en train de faire là, quoi. Voilà. S'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'il reste éventuellement... Non. Merci beaucoup, Bénédicte, en tout Merci. cas. Et puis...